Alors oui, il y a toutes les traces des actions qu'on a précédemment mentionnées, donc ce qu'on publie, ce qu'on fait, ce que les gens disent sur nous. Mais il y a aussi un risque qui est lié à toutes les informations qu'on stocke. Par exemple, les informations qu'on stocke dans le cloud. Donc, on va stocker, on a un compte chez Apple et puis on a un iCloud. Et puis là, dépendamment de la protection de ce compte, ces informations pourraient nous échapper. On a une carte mémoire avec des photos. On va dans un cache converteur, on vend cette carte mémoire d'occasion et on a mal effacé les données. Par exemple, sur une carte mémoire, quand on efface des données, la seule chose qu'on efface en réalité, c'est pas les données en tant que telles, c'est l'information de l'emplacement des données. C'est comme si je retire l'adresse de l'annuaire téléphonique d'une personne, l'adresse physique, la personne habite toujours physiquement au même endroit, mais elle est plus disponible dans l'annuaire. C'est la même chose avec les données sur des cartes mémoire. Une fois, j'ai été acheter dans un cache converteur des cartes mémoire pour faire le test, et sur une de ces cartes, j'ai retrouvé des photos plutôt très intimes d'un représentant de la gente masculine, et on avait aussi une photo de sa voiture avec la plaque d'immatriculation et une épreuve qu'il avait fait avec son nom et son prénom. Donc on voit que ces données peuvent quelque part nous survivre et dans un autre sens, tout d'un coup, être incriminantes si elles viennent être diffusées en ligne. Donc la notion de trace, elle se réduit pas uniquement à ce qui est en ligne, mais aussi ce qui est stocké sur des plateformes tierces, gérées par des entreprises tierces aussi, ainsi que ce qu'on stocke sur son ordinateur et sur des supports de mémoire. Et c'est cette notion globale de trace qu'il faut prendre en compte. Alors voilà, ça peut être un peu compliqué, mais on va essayer de finalement être plus dans la démonstration, dans ce qu'on sait, que simplement dans l'affirmation. De manière classique, on a un CV et on a une liste à points sur les différentes étapes de son parcours de formation. Aujourd'hui, étant donné que l'employeur va venir chercher des informations sur le candidat potentiel, ou que la personne qui veut vous mandater, ou la personne qui s'intéresse à vous va venir utiliser ces plateformes pour avoir plus d'informations sur vous, ça devient un vrai réflexe, même pour les rendez-vous simples ou galants. Et donc, autant essayer de mettre en avant ses compétences, ses intérêts, tout en ayant un bon équilibre avec la notion de la sphère privée. La sphère privée, c'est ce qu'on estime ne pas devoir partager parce que ça appartient au domaine qu'on ne veut pas rendre accessible à tout le monde. Et donc, on doit respecter aussi cet équilibre-là dans la notion du personal branding, la construction de cette identité numérique, où on va mettre en avant ces domaines d'expertise en commentant, par exemple, des statuts, des posts, donc des publications d'autres personnes, en écrivant soi-même des choses. Par exemple, pour ma part, je fais des fois des petits guides pour expliquer certaines choses au niveau technique, technologique, ou pour faire de la prévention. Donc, tous ces éléments-là, je les mets en avant. Ils sont mis en avant avec mon nom, ou si j'écris un article, par exemple, la personne va lire l'article ou va accéder au contenu que j'ai créé. Et si le contenu l'intéresse suffisamment, cette personne va s'intéresser à qui est l'auteur de ce contenu, de cette publication, de cette vidéo. Et dans ce cas-là, ça me sera bénéfique. Parce que mettre en avant son nom et mettre en avant son parcours, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Et les gens sont à la recherche un peu de preuves. Donc l'idée finalement de la construction de cette identité numérique, c'est d'établir des preuves plutôt positives de ce qu'on fait. Et ça peut être aussi très utile quand on a des problèmes, on doit gérer une crise, on a une mauvaise information qui apparaît. Peut-être qu'on a de la chance que cette mauvaise information soit noyée au milieu d'autres informations qu'on a produites nous-mêmes et qui vont donner à la personne qui accède à tout ça peut-être une vision plus étendue que simplement une information négative qui serait remontée à la surface. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, les sites de notation, il y a énormément de possibilités que quelqu'un puisse, sans forcément avoir une raison de le faire, mettre une mauvaise information sur quelqu'un ou faire une mauvaise plaisanterie. Donc, le fait de construire cette identité avec des éléments de manière proactive, va apporter beaucoup de choses aussi en termes de contenu qui vont être référencés par les moteurs de recherche. Mais ce qu'il faut aussi, c'est ne pas mentir sur la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on fait, des compétences que l'on a. On doit être authentique le plus possible, être en phase avec la personne que l'on est et les valeurs que l'on a dans le monde physique. C'est une représentation de nous dans le monde physique. À un moment ou à un autre, les gens qui voient qui vous êtes sur Internet vont vous rencontrer dans le monde physique. Et donc, il faut qu'il y ait une cohérence, une corrélation entre ces deux identités-là quand la rencontre se fait. Il y a aussi une chose importante, c'est cette identité numérique doit reposer sur des fondations. Comme une maison, on doit avoir des bonnes fondations, l'identité numérique doit en avoir aussi. C'est-à-dire gérer ses comptes, gérer ses mots de passe, gérer sa sécurité, gérer la sécurité de ses données,
tous ces éléments-là sont constitutifs aussi de la solidité de son identité numérique. Parce qu'on peut développer ce qu'on veut en termes de communication, de création de contenu ou autre, mais si à un moment donné, ces données personnelles nous échappent et qu'elles sont publiées sur Internet, tout ça est réduit à néant. Donc, il ne faut pas négliger non plus l'aspect, quelque part, de la sécurité des données, sécurité de l'information et maîtrise des canaux d'information. Alors, c'est la connaissance de nouveau du terrain et puis de savoir comment fonctionnent les moteurs de recherche, comment on effectue des recherches, comprendre les opérateurs avancés, la manière dont fonctionne un algorithme dans un moteur de recherche, pourquoi ces résultats sont affichés, de quelle manière et sur quoi ça repose, comprendre aussi comment les informations s'ancrent dans les moteurs de recherche, comment elles s'ancrent sur le web, et puis savoir quels sont les outils qu'on peut utiliser pour identifier ces informations, pour quelque part les enlever, les retirer du net potentiellement, et puis aussi les différentes mesures en termes de sécurité qu'on doit prendre pour consolider cette notion d'identité numérique. Donc l'enseignant doit déjà appliquer toutes ces mesures à lui-même et puis accompagner après les élèves dans la conscience et la compréhension de ces différents éléments.